Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Vous êtes haut-commissaire à l'enfance, vice-présidente du Modène. Vous êtes une proche de François Bayrou. On est ensemble pendant 20 minutes. Voici Christelle Bertrand, que vous connaissez, j'imagine, de la Dépêche du Midi. On va commencer évidemment avec des questions d'actualité. L'actualité, c'est ces polémiques après le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard. Les Insoumis et une partie de la gauche ciblent Bruno Retailleau, qui aurait trop tardé à réagir. C'est un règlement de compte politique. Soyons très clairs. Moi, mon obsession au quotidien, c'est que notre pays soit apaisé, on a le droit à la sécurité. Donc quand on a ce drame, je pense d'abord à sa famille. Et je crois que je vois le piège qui se tend globalement de dire il y a des hiérarchies entre les victimes. Non. Là, il y a eu un crime, il y a une famille qui est endeuillée, il y a une communauté musulmane qui est choquée, qui est pour le coup dans cette situation de tension. Et la responsabilité de la justice, c'est de faire la lumière sur la situation et de condamner. Donc il y a une instrumentalisation, si on vous écoute, il y a une instrumentalisation, c'est clair. Je ne mettrai pas de qualificatif, ce que je sais, c'est qu'il y a eu un crime, qu'il y a une famille endeuillée et qu'il n'y a pas de victime plus importante que d'autres. Il y a eu un mort. Enfin, c'est ça la réalité. La famille de la victime reproche à Bruno Retailleau de ne pas les avoir directement contactés. Ça a été une erreur? Moi, pour le coup... mon quotidien, c'est les enfants, c'est leur protection, c'est les travaux pour améliorer leur bien-être. Et je ne veux pas, et je fais le choix de essayer de commenter des situations de polémiques, de commentaires, de mots. Aujourd'hui, on a eu un crime dans notre pays. Il est effroyable. La justice doit être la plus ferme possible. La lumière doit être faite sur les circonstances, comment. Mais la parole politique est importante quand même dans ce genre de situation. Mais je laisse pour le coup ces paroles politiques aux responsables politiques. Exactement. Mais vous êtes aussi une responsable, donc vous pouviez aussi vous exprimer là-dessus. Par exemple... Je suis universaliste. Je suis universaliste. Oui. Et par essence, je ne fais pas la différence entre les gens en fonction de leur religion, de l'absence de religion, de leur orientation sexuelle. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans ça. Oh. C'est un drame, c'est un drame grave. Et la justice est saisie. Beaucoup d'associations dénoncent une hausse des actes contre les musulmans. Depuis le début de l'année, 79 actes anti-musulmans ont été recensés. C'est plus 72% depuis le début de l'année, selon le ministère de l'Intérieur. C'est des chiffres très officiels. Vous parlez d'islamophobie, vous? Encore une fois. En France? Quand un acte est fait contre un musulman, c'est un acte... Pour sa religion, c'est un acte islamophobe. Quand c'est fait contre une personne, oui. Quand un acte est commis contre une personne parce qu'elle est de confession musulmane, c'est un acte islamophobe. Quand un acte est fait contre une personne parce que sa religion est juive, parce que c'est un acte antisémite. Quand un acte est fait contre une personne du fait de son orientation sexuelle et parce qu'il est ou elle est homosexuelle, c'est un acte. On ne va pas tous les faire, mais la question, c'est vraiment le mot islamophobie, madame. Encore une fois. Donc vous reprenez les termes de François Bayrou qui ne sont pas partagés par toute la classe politique. Je pense à Manuel Valls, je pense à Bruno Retailleau. C'est des actes. Encore une fois, quand il y a un acte anti-religieux, ça porte de fait. Et mon obsession, et je le réitère parce que c'est aussi pour ça que je suis venue sur votre plateau, c'est être en plein dans ma mission, et ce n'est pas de faire le commentaire des qualificatifs des uns. Vous l'avez fait, acte islamophobe. Donc, autre attaque au couteau qui a eu lieu jeudi dernier à Nantes, dans votre ville, dans un établissement scolaire. Une lycéenne a été poignardée et tuée par l'un de ses camarades. Est-ce que vous avez pu échanger avec la famille? Pour le coup, ce n'est pas ma mission, mais je pense bien sûr à la famille, à l'équipe pédagogique, aux camarades. C'est un établissement que je connais très bien, qui est pour le coup chez moi, à Nantes. Et c'est un drame profond qui a beaucoup bousculé. Enfin, l'effroi. L'école est un sanctuaire. On y va avec de l'apaisement, avec de l'insouciance. Et ce drame est plus que bousculant. Donc... c'est un ensauvagement de la société, comme le dit Bruno Retailleau. Écoutez, ça traduit ça? Ce qu'on voit là, c'est des situations de violence. C'est un acte qui est abject, qui a pris la vie, qui a blessé d'autres jeunes dans l'établissement, qui pose un certain nombre de questions de sécurité.
autour des établissements scolaires et de lutte contre les armes blanches. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces établissements? Par exemple, est-ce qu'il faut déployer des portiques de sécurité devant tous les lycées? 100 000 € juste pour déployer des portiques devant un établissement. Est-ce que vous êtes favorable à ce déploiement? Il se trouve que le Premier ministre a saisi les ministres pour faire des propositions immédiate, dans les moins de 4 semaines, plus une parlementaire, Naïma Moutchou, une députée, pour faire des propositions. Il faut rien s'interdire, la question des portiques, la question des fouilles plus aléatoires, la présence des forces de sécurité intérieure, donc police, gendarmerie, aux abords. Et il y a à peine quelques mois, le déploiement d'une politique de lutte contre les armes blanches, parce qu'on voit finalement plus d'actes avec des couteaux, puisque pour une arme blanche, c'est principalement ça. Alors, parmi vos missions de haut-commissaire à l'enfance, il y a la protection de l'enfance, des enfants qui sont exposés aux écrans de plus en plus. Emmanuel Macron a fait des annonces juste avant la dissolution qui n'ont pas forcément été suivies d'effet. Hier, certaines propositions ont été reprises par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, notamment qui souhaiterait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce que ça pourrait faire partie de vos missions? Est-ce que vous aurez ce dossier aujourd'hui? Dans le cadre de mes missions, effectivement, la protection est essentielle. Et la protection contre les écrans, c'est vraiment une des priorités majeures, pour plein de raisons. Les raisons, elles sont multiples, c'est un défi, ça a des conséquences sur la santé des enfants. Les usages sont très différents en fonction de l'âge. La surexposition aux écrans aujourd'hui a des conséquences vraiment sur le sommeil, sur l'obésité, sur la capacité d'apprendre, sur les qualités de l'apprentissage, sur le sommeil. Et donc, en fonction de chaque âge, nous avons des préconisations qui sont à la suite du rapport Benyamin Amouko. Mais les écrans, par exemple, ont été interdits dans les crèches et les assistantes maternelles. Comment on interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans aujourd'hui? Il y a une loi qui s'appelle la loi Marcangeli, qui a été votée et qui pose la question de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Aujourd'hui, la ministre Clara Chapaz est en discussion et travaille avec les plateformes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sauf que comment on rend cette loi effective, qu'elle soit concrète, qu'elle soit opérationnelle? Et il se trouve pas loin, hier, la ministre Chapaz a réuni un certain nombre d'associations et d'opérateurs, de plateformes, pour poser la question de comment on fait. On sait le faire, techniquement. On sait le faire, même s'il y a des améliorations à trouver. On sait le faire d'ailleurs comment pour on les fait sites ça pornographiques. Oui. Alors comment on fait ça? C'est-à-dire qu'il faut sanctionner les réseaux sociaux, les éventuelles plateformes, et comment on fait? Il y a déjà des évolutions législative à faire au niveau européen. Il se trouve que d'ici la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire avant l'été, il y a les travaux sur la DSA. Et donc ce texte, qui est un texte européen, en tout cas nous l'espérons, permettra d'arriver à cet objectif. Et donc de cette loi, au niveau français, on ne peut rien faire. Enfin, il faut passer au niveau européen. Il y a plusieurs pistes et c'est les travaux que nous sommes en train de mener au sens législatif. Mais de l'autre côté, la question n'est pas strictement exclusivement de l'interdiction. Elle est plus large que ça. Enfin, les écrans, quand vous êtes tout petit, quand vous êtes entre 0 et 3 ans, quand vous êtes à 11 ans, c'est pas les mêmes enjeux. Les pédiatres disent pas d'écran avant l'âge de 6 ans. C'est une lettre qui a été envoyée au gouvernement par les sociétés de pédiatrie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et comment on fait pour interdire les écrans en dessous de 6 ans? On accompagne les parents. Parce que on va revenir à la réalité. On sait aujourd'hui, de manière très claire et de manière scientifique, que ça a des conséquences sur les enfants. Ça a des conséquences sur leur santé mentale, ça a des conséquences sur leurs apprentissages. Enfin, on a des retards de langage extrêmement importants. Mais comment on fait? Et comment on fait au quotidien? C'est pas simplement des interdictions à poser comme ça. On peut réguler. On peut interdire dans les espaces qui sont des espaces professionnels. C'est effectivement, vous l'avez évoqué, la question. Mais dans les familles, c'est plus compliqué. Mais dans les familles, il faut accompagner. Mais ça veut dire quoi, accompagner concrètement? On met quelqu'un dans tous les foyers, un policier? Mais moi, je suis pas... soyons très... Vous savez, je suis maman d'un bébé de 15 mois. Et je suis belle-maman d'enfants un tout petit peu plus grands qui sont à l'école primaire. La réalité, c'est que aujourd'hui, il y a de l'exposition aux écrans partout dans notre société, dans un restaurant, à l'extérieur. Et donc, comment on accompagne les parents? Eh bien déjà, en permettant, dans un train, d'avoir un peu plus de bienveillance, des espaces spécifiques pour permettre finalement aux enfants de bouger. Vous êtes déjà rentré dans un wagon de train avec un enfant en bas âge? Oui. Ben, la réalité, c'est que tout le monde attend de vous exactement le silence le plus complet.
Donc très concrètement, parce qu'effectivement, on peut être d'accord avec ce que vous dites, mais comment ça va se passer? Comment on accompagne ses parents? Très concrètement, on construit une société qui est plus bienveillante, et c'est-à-dire qu'on lutte contre les mouvements dits no kids, qui interdisent ou qui excluent les enfants de l'espace public. C'est-à-dire qu'on accompagne les parents en leur donnant aussi un certain nombre d'informations très claires scientifiques. On crée de la cohérence avec l'école, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des enjeux d'utilisation ce qu'on appelle les outils numériques de travail, donc les pronotes, les ENT, donc ce qui nous permet d'échanger avec les écoles pour que ce soit, par exemple, qu'on ne reçoive pas ces notes plus tardivement la nuit, parce qu'on voit des jeunes qui sont extrêmement anxieux et qui attendent ces informations. C'est ça la réalité. Se poser la question des équipements. Aujourd'hui, on équipe les élèves avec des outils avec informatiques. Des écrans, mais donc il ne faut pas les équiper avec des écrans. Encore une fois, c'est pas si binaire. Il faut être aux côtés des parents. Moi, je veux bien qu'on fasse des déclarations extrêmement simples et extrêmement tonitruantes. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'on a besoin d'apporter des réponses et des outils. Et moi, jamais je ne jugerai un parent parce que, dans le fond, il fait comme il peut, vraiment comme il peut. Et donc, collectivement, si on peut apporter un certain nombre de solutions. Mais vous, quel va être votre rôle de haut-commissaire? Vous n'êtes pas ministre, donc vous avez moins d'influence sur la loi, vous n'êtes pas député européen, donc quel est le rôle d'un haut-commissaire sur ces sujets-là? Ma mission, elle est quotidienne. Ma mission, elle est quotidienne parce qu'elle est dans la coordination, pour le coup, interministérielle. Au cœur de la question, par exemple, des écrans, je travaille autant avec la ministre Chapaz, qui a les enjeux de réglementation, de négociation et des enjeux législatifs, que le ministre de la Santé ou Yannick Neuder ou la ministre Catherine Vautrin, pour qu'on ait des réponses. Hier, j'étais aux assises de la santé des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain nombre de professionnels de la santé scolaire, mais aussi des pédiatres, des sociétés de pédiatrie, des neurochronobiologiques, ceux qui travaillent sur la question du sommeil. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de finalement se mettre autour de l'enfant, quel que soit le regard qu'on pose sur lui. Parfois c'est un élève, parfois c'est un enfant, parfois c'est... Parce que les gens ont du mal à se mettre autour de la table, parce que vous avez été ministre. Bien sûr. À l'enfance. Ah oui, pour le coup j'ai été ministre. 5 ans, j'ai été la ministre de la Jeunesse, de l'Enfance et des Familles, et j'ai vu toute la force, et j'ai vu aussi les fragilités d'un exercice comme celui-là. Aujourd'hui, les solutions, elles sont aussi à l'extérieur, elles sont avec les collectivités, qu'elles soient communes ou départements, elles sont avec des professionnels qui sont libéraux, mais aussi de la médecine hospitalière. Et c'est là où, moi, mon enjeu, c'est que l'intérêt des enfants, le quotidien, nous permettent de les accompagner. Et face à ce défi des écrans, là, pour le coup, la science est claire, les médecins sont clairs. Maintenant, c'est comment on le fait au quotidien. Autre défi, l'aide sociale à l'enfance. L'ASE, elle est gérée par les départements. Son rôle, c'est d'apporter un soutien, notamment aux enfants mineurs. Il y a 3 semaines, une commission d'enquête a publié un rapport sur la question. La conclusion, on la connaît un peu depuis plusieurs longues années. C'est un secteur qui est traversé par une crise profonde. Depuis la publication du rapport, qu'est-ce qui a été fait ? Beaucoup de choses qui ont été portées, mais ce rapport, il est structurant. Il pose Vous connaissez un petit peu la conclusion avant, quand même. C'est pas... Ah, mais alors, pour le coup... Dites ça aux parlementaires qui ont travaillé pendant plus d'1 an sur cette commission d'enquête. Non, mais je ne parle pas du contenu. L'intérêt... Que le secteur soit dans une phase de crise profonde, ça a été rapporté par des journalistes, voilà. La question, c'est vraiment qu'est-ce qui a été fait concrètement ensuite, les mesures, les réponses qui ont été apportées par le gouvernement. Vous savez, la priorité aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance, c'est de permettre de faire qu'il y ait une plus grande égalité entre les territoires. Ce qui a été fait de manière très concrète, c'est même moi qui l'ai fait parce que j'en étais en charge juste avant, c'est d'interdire les hôtels. C'est d'interdire qu'on laisse des enfants dans des hôtels. C'est de rendre obligatoire le parrainage et le mentorat de ces enfants. C'est de trouver des financements nouveaux pour l'aide sociale à l'enfance avec la Caisse des dépôts d'ailleurs, puisque c'était des prêts bonifiés et l'ensemble de ces moyens ont été utilisés. Ce qui a été fait, c'est des évolutions législatives pour permettre et de faciliter l'adoption. Ce qui a été fait, c'est le retour au domicile. Donc beaucoup de choses ont été faites, c'est ce que si on vous entend... Mais bien sûr, mais parce que c'est un soutien à apporter au département. C'est une politique qui est une politique départementale. Par contre, l'État, la responsabilité qu'il a, elle est sur la question de l'éducation. L'éducation des enfants et des enfants protégés en particulier. La question de la santé, la question de la prévention de la violence. Mais surtout... Mais il n'y a pas un problème de financement de l'ASE quand même, parce qu'on dit on n'arrive pas à faire les contrôles qui seraient nécessaires, on n'arrive pas à trouver les familles, enfin il y a pas mal de problèmes... C'est pas exclusivement une problématique de financement, c'est plus large que ça. Aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros l'aide sociale à l'enfance, pour plus de 400 000 enfants.
et des départements qui ont des réalités très disparates d'un territoire à l'autre et qui ont la responsabilité de ces enfants. Par contre, ce que nous voyons, c'est que 70% des décisions de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui sont des décisions judiciaires. Et la politique de prévention, donc de soutien à la parentalité avant qu'on décide un placement, c'est finalement quasiment la jambe la plus atrophiée. C'est celle qui est la moins forte. Et donc, moi, ma mission, c'est ce qu'on a commencé à faire avec la loi Taquet, avec la loi Limon, c'est de dire comment on fait pour que, eh bien, on applique l'ensemble des outils de la loi. Typiquement, quand on voit une situation, pour le coup, préoccupante, quand on signale plus, eh bien, on aide les parents. On aide les parents à éviter finalement une décision peut-être de placement au sens judiciaire, avec un accord administratif. Ce qui permet quoi concrètement? Ce qui permet d'avoir des fratries qui parfois ne sont pas séparées, d'aller chercher un tiers qui est peut-être un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un parrain, une marraine, pour éviter l'institutionnalisation du parcours. Et quand vous discutez avec les enfants qui ont été placés, ils vous disent quoi? Ils vous disent que le plus dur, ça a été le fait de se déplacer d'un lieu à l'autre. Ceux qui sont pupilles de l'État et qui sont adoptables, on se rend compte que c'est en dépit du bon sens. C'est 7 ans en moyenne le délai pour adopter un enfant. D'un agrément examen. Souvent, les parents adoptants, ils demandent 2 agréments. Et en même temps, on n'a plus d'adoption internationale. Donc comment, en travaillant avec les collectivités en charge, c'est-à-dire les conseils départementaux, et il y en a qui font des choses superbes. Je pense au département du Maine-et-Loire, je pense au département de la Meuse, qui essayent de construire pour la sortie également des enfants de l'aide. C'est pour le coup le cœur de ma mission, et vous savez, cette aide sociale à l'enfance, c'est la responsabilité de tous. Justement, très rapidement, les députés demandent aussi la création d'une commission de réparation pour les enfants placés qui ont été victimes de maltraitance dans les institutions. Il faut y aller, il faut le faire? Là, pour le coup, ça a été fait en Suisse ou encore en Belgique. Les discussions sont en cours avec la ministre Vautrin. Moi, ma mission, elle est Vous y êtes favorable? Moi, ma mission, elle est profondément la prévention de la question du placement, l'accompagnement en amont des familles et de s'assurer qu'à la sortie de l'aide sociale à l'enfance, vous savez, les fameux 18, 21 ans ou 25 ans sur un certain nombre de territoires, parce que c'est demandé par ailleurs, eh bien qu'on ne se retrouve pas dans une situation de précarité, que leur scolarité, leur santé... Vous y êtes favorable à cette... La ministre Vautrin, puisque même sur les questions budgétaires, il y a une conférence des financeurs qui est en cours. On a compris. L'aide sociale à l'enfance, simplement, on a l'impression que c'est pour les autres. Sauf que c'est notre responsabilité d'accompagner les enfants, d'inverser la tendance et de... Eh bien, les familles, et les familles au sens élargi, dans l'intérêt des enfants, dès le début, autour de la table. Sarah Valéry, autre question, plus politique. François Bayrou sera auditionné le 14 mai par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur Betaram. Vous attendez quoi de cette audition ? Vous imaginez bien que je ne vais pas vous dire ce que j'attends de cette audition. C'est une audition parlementaire. J'ai été parlementaire moi-même. Ce qui est certain, c'est que nous avons... proche de François Bayrou. Ce qui est certain, c'est que nous avons besoin de briser le silence. Aujourd'hui, les violences sexuelles, pour le coup, en particulier, les violences en institution, c'est encore sous le poids du silence profond. Et on le voit quand on écoute les victimes. Ce que, profondément, j'espère, c'est que ce silence recule. Que quand on est témoin, on alerte, on appelle le 119. Et que du coup, les enquêtes permettent de protéger et de préserver. Vous en avez discuté avec François Bayrou? Que la parole des enfants, encore une fois, François Bayrou sera auditionné par les parlementaires. Oui, mais vous êtes proche de lui. Est-ce que vous avez eu un échange avec lui? Encore une fois, François Bayrou est Premier ministre et il est également le parent d'une victime de Betaram. Et donc, il s'exprimera devant les parlementaires. Par contre, moi, ma mission, c'est de lutter contre ces violences et de faire que la politique de prévention de ces violences soit plus forte. Et donc, j'en profite, puisque aujourd'hui, on est en direct. Si on est témoin, on appelle le 119, on alerte. On n'alerte jamais suffisamment assez. Et d'accompagner aussi les enfants en développant, par exemple, des UAPED. Ce sont des endroits où on accueille la parole des enfants pour pouvoir engager des procédures judiciaires quand c'est, pour le coup, qualifié, en ne faisant pas vivre plus de traumatisme aux enfants. Pour en revenir à votre mission, est-ce qu'un haut-commissaire à l'enfance aurait pu limiter l'affaire Betaram? Est-ce que ça fait partie des... Je crois que là, c'est la parole des enfants. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, elles n'avaient pas la même place. On ne les écoutait pas de la même manière. On ne leur donnait pas autant d'importance. Et aujourd'hui, Betaram ne serait plus possible, vous dites? Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il y a 30 ans ou 40 ans, on écoutait moins ces enfants.
on écoutait moins même autour de la table. Et qu'aujourd'hui, ce qui est fait par la ministre Elisabeth Borne sur les internats, sur le fait d'alerter plus vite, de croire les enfants est absolument essentiel. Et c'est le fruit des travaux, entre autres, de la Ciivise, avec des recommandations qui ont été suivies pour un certain nombre d'entre elles. C'est ce tabou de l'inceste qui est en train de se briser, qui sont des violences à la maison. Vous espérez que la commission d'enquête fasse évoluer un peu les mentalités à ce sujet aussi encore? Plus, bien sûr, et de libérer la parole, d'accompagner les professionnels. Et encore une fois, c'est jamais simple. Mais aujourd'hui, vous savez, le poids qui est sur les épaules des victimes, alors que ce n'est pas leur responsabilité de parler, de ne pas parler. Le regard posé sur les violences sexuelles, c'est ça la réalité. Et quand on est enfant, c'est encore plus dur. Et quand on se retrouve parent d'un enfant qui a été victime, c'est encore plus dur parce qu'on se dit comment ça se fait que j'ai vu, que j'ai pas vu, pourquoi? Et donc, comment on brise ça? Comment on brise ce silence? Comment on contrôle plus? C'est par exemple ce qui est fait avec la généralisation des certificats d'honorabilité et donc de contrôler qui sont les professionnels qu'on met en face de nos enfants. Moi, je l'ai fait beaucoup avec, par exemple, le BAFA dans les colonies de vacances pour sensibiliser, pour pouvoir accueillir la parole, mais aussi pour, d'une certaine manière, donner plus de moyens à nos jeunes de dire, d'avoir conscience. C'est très grave, en réalité, ce qui se passe. Et donc, accompagner les enfants sans se dire, aujourd'hui, qu'on l'a toujours fait de la même manière, oui, c'est une évolution et c'est une évolution absolument essentielle. Sarah Lahiri, vous êtes vice-présidente du MoDem. Il y aura des élections municipales l'année prochaine. Vous allez être candidate à Nantes ? Vous savez, moi, je suis conseillère municipale et nous construisons, nous bâtissons un très large rassemblement dans l'intérêt de notre ville et de notre territoire. Oui. Les travaux de rassemblement sont en cours entre la droite et le centre et j'y prends pleinement ma part et ma place sur mon territoire. Donc c'est envisageable. C'est envisageable et envisagé, si on vous entend bien. Encore une fois, je suis une citoyenne qui est engagée et qui a en plus la chance d'avoir eu la confiance d'un mandat d'élu local. J'y tiens, c'est chez moi, c'est ma ville, c'est mon territoire. Je bâtis, je construis avec les responsables locaux un rassemblement pour avoir un projet pour reconquérir notre ville, pour apporter un autre projet pour notre ville. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire à Nantes. Merci beaucoup, Sarah Lahiri, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.